Et l'invité politique, c'est François Sauvadet, président de l'Assemblée des départements de France et président de la Côte d'Or. Bonjour François Sauvadet. Bonjour. Emmanuel Macron a-t-il la confiance du terrain, des élus? Question autour du Conseil national de la refondation demain, l'explosion aussi des factures dans tous les secteurs et l'énergie. Est-ce qu'il y a encore de l'argent dans les caisses des collectivités locales, des départements notamment? C'est ce que l'on va voir avec vous, avec le volet aussi RSA, du travail en échange d'indemnités. Commençons donc par l'invitation demain d'Emmanuel Macron au Conseil national de la refondation. Alors beaucoup d'élus de l'opposition notamment ont décidé de boycotter. Vous, en tant que représentant des départements, je sais que vous avez quand même beaucoup hésité. Puis finalement, vous allez y aller ou pas alors finalement? On n'a pas hésité, on était extrêmement clair. On est face à des défis considérables, vous l'avez dit. Les prix de l'énergie qui explosent, des problématiques d'existence d'entreprises qui vont se trouver posées. On a des défis donc devant lesquels il faut qu'on réponde ensemble. Faut pas croire que depuis Paris on va régler tous les problèmes de la France. Donc il faut qu'on se mobilise tous pour faire face à la situation que nous traversons. Donc moi depuis le début j'ai dit que ce Conseil national de la refondation qui vise à rechercher un consensus sur des grands sujets, sur la santé, sur l'innovation, etc., n'était pas le bon périmètre pour exprimer nous la nécessité de faire face et d'avoir les moyens de faire face au quotidien que vivent beaucoup de Français, puisqu'on est en première ligne sur les solidarités humaines et territoriales. Donc on avait besoin d'une discussion avec le président de la République. Comment ensemble on va agir pour les Français, pour agir mieux pour les Français, pour que chaque euro soit utilement dépensé pour les Français. Voilà, donc c'était pas le bon périmètre. Moi j'ai indiqué que si le président de la République acceptait de nous recevoir. Bon, ça fait 1 an que j'avais pas eu de contact avec le président de la République. Avouez que ce n'est pas très normal. Vous représentez tous les départements de France. On représente 103 départements, y compris les ultramarins, la France procédant. Bon, c'était invraisemblable. Donc il vous a reçu lundi soir, c'est ça. On lui a exprimé vendredi, on lui a dit on ne participera pas à ce grand débat parce que c'est pas le périmètre qui nous convient. Nous on veut discuter de nos sujets sur lesquels nous avons des compétences. On s'occupe de la solidarité humaine, on s'occupe des précarités, il y a des problèmes de financement. Comment est-ce qu'on fait pour aborder la session budgétaire qu'on va avoir? Donc on lui a dit, si vous nous recevez régulièrement et qu'on fixe le cap ensemble que nous souhaitons pour le pays, avec sa responsabilité propre de président de la République, eh bien on participera au Conseil national de la refondation. Moi j'y crois pas beaucoup à la recherche d'un consensus dans un périmètre si large. Bon donc, non mais alors, ce qui veut dire que vous avez été reçu lundi soir avec par exemple Carole Delga, la présidente aussi des régions, les collectivités... Avec les maires de France. Les maires de France aussi. Et là, à partir de là, vous avez dit, bon bah ok, on y va quand même à ce Le président de la République nous a dit, bah écoutez, on se verra au moins 2 fois par an, voire plus si nécessaire, et prochain rendez-vous, on parlera des conditions de la décentralisation, c'est-à-dire comment agir mieux pour les Français. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Donc à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, moi j'ai dit, voilà, le président de la République nous invite, moi je ne vais pas continuer de commenter les conditions dans lesquelles le président souhaite consulter le pays, c'est sa responsabilité, moi j'ai donné mon sentiment, maintenant je suis un républicain, le président nous invite à venir en discuter, j'irai dire ce que je pense dans cette enceinte, mais voilà, on va compléter ce travail que nous avons commencé avec la Première ministre. Finalement, il a réussi son coup, Emmanuel Macron, là. Il ne vous manipule pas un petit peu? Non, mais attendez, je crois qu'il faut sortir de ces postures. Vous savez, quand nos compatriotes sont confrontés à de telles difficultés, quand on ne sait même pas si on va pouvoir tenir en matière de fourniture d'électricité, et quand on voit l'explosion des prix du gaz, il y a un moment donné, il faut quand même être responsable. Donc on ne va pas gloser. Simplement, je pense que les collectivités locales, les maires, les départements en particulier, qui sont en première ligne sur la solidarité humaine et territoriale, sont une partie de la réponse. Donc évidemment qu'il faut qu'on se mobilise tous. Bon, donc vous irez demain, mais en revanche, vous ne croyez pas à un consensus, quoi. Si, c'est pas la recherche du consensus, c'est la méthode que... Mais voilà, le président de la République a choisi cette méthode. J'ai donné mon sentiment sur la méthode. Il m'invite au nom des départements de France, j'irai. Mais voilà, je suis dubitatif. Voilà, parce que d'ailleurs, je suis pas le seul. Le Conseil économique et social et environnemental a exprimé les mêmes réserves. Donc, il appartient au président de la République d'organiser le débat comme il le souhaite. Et moi, j'ai fait le commentaire que pour être plus réactif. À quoi ça va servir ce Conseil ensuite national de la refondation? On n'en sait rien. On a déjà connu des grands débats. On a connu tout ça. Bon, le président de la République nous a dit je souhaite territorialiser. Donc, la première réunion, ce sera un agenda qu'il faudra se fixer, et ensuite une territorialisation du débat.
Bon, moi je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement pragmatique. Nous avons des compétences et des responsabilités. On vient de connaître des méga-feux là, et les départements sont en première ligne. Nos dépenses sociales explosent et nous n'avons plus de marge de manœuvre. Alors comment on fait? Alors comment allez-vous faire là, les départements notamment? Parce que là on voit il y a l'histoire des piscines pour des collectivités. Alors ce n'est pas les départements, ce sont beaucoup les métropoles ou les villes. Vous, ce sont les départements également qui financent, bien sûr. Qui financent aussi, oui. Bien sûr. Alors quelles sont vos priorités là? Qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Vous allez baisser le chauffage dans les bâtiments publics, par exemple? Écoutez, la rénovation énergétique dans les collèges, dans les lycées? Bien sûr, d'abord on a engagé, on n'a pas attendu cette crise on n'a pas attendu cette crise dans nos collèges, dans nos bâtiments, dans l'aide qu'on apporte aux communes pour avoir une démarche de préservation et des économies d'énergie. On l'a fait depuis des années. Maintenant, il faut effectivement accélérer le mouvement parce qu'on est face à une crise. Donc évidemment qu'il faut respecter les consignes qui vont être partagées. De chauffer à 19 degrés, moi je vais le demander à tous les collèges dans mon département. On va faire attention. Et s'il faut fermer des piscines, il faudra qu'on soit responsable. Vous allez aller contrôler dans les collèges, non? On n'a pas besoin de contrôler, moi, vous savez. Non, mais vous savez moi, j'aspire. Au plus haut niveau, on s'est interrogé si on n'allait pas lancer une police des contrôles. Enfin, attendez, moi je suis pour une société de confiance et de responsabilité. Il faut arrêter cette idée selon laquelle le peuple n'aurait pas conscience des difficultés devant lesquelles il est lui-même placé. Donc il faut qu'on soit dans une société de confiance. Moi je fais confiance aux principaux de collège, je fais confiance aux gestionnaires pour fermer les lumières, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de rupture. Si on a un hiver très froid, tout le monde craint qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement en gaz et en électricité. Oui, c'est ça. François Sauvadet, est-ce qu'il y a des secteurs où vous redoutez certaines choses, un peu comme les piscines, qui peuvent être concernées sur le terrain, qui vous concernent directement, vous, les départements? Ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on soit responsable. Nous, on vient de sortir d'une période où on a rajouté des charges à des charges. C'était légitime, d'ailleurs. Il fallait soutenir l'aide à domicile, il fallait renforcer les salaires, on a étendu le Ségur à tout le secteur du médico-social. Il fallait le faire, mais à un moment donné, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour se dire quels moyens on donne aux injonctions qu'on nous fixe. Moi, j'attends un dialogue construit entre l'État. Il ne faut pas croire que l'État de lui-même va décider d'en haut comment on va régler le problème de la France. Donc il faut un dialogue construit. Moi, c'est ce que j'aspire, c'est ce à quoi j'aspire. Alors, il y a du nouveau. C'est que le président de la République a conscience qu'on ne pourra pas gagner la bataille de France dans ses difficultés sans les collectivités locales, sans les maires, sans les présidents de département et présidentes, sans les régions. Donc, il a engagé ce dialogue. La première ministre a engagé ce dialogue avec nous. Maintenant, il faut qu'on le poursuive. On ne pourra pas rester seul face à des défis qu'on nous impose. Et puis vos finances sont bien souvent, c'est difficile. Vous allez baisser les investissements? Comment vous allez faire? Les dépenses sociales explosent. Bon, donc ça, on l'a tous constaté. Il y a des méga-feux qui se sont produits cet été. Ce sont les départements qui sont en première ligne. Ce sont eux qui financent les services départementaux d'incendie et de secours. Bon, toutes ces dépenses font que, si on n'a pas les ressources en face... Il y a un moment donné, ça va coincer. Et c'est en train de coincer. Et donc là, c'est l'État qui doit vous verser davantage? Écoutez, en tout cas, on peut pas avoir à la fois, on peut pas nous engager à faire de la dépense supplémentaire et nous laisser seuls face aux conséquences de cette dépense supplémentaire. Il faut que la solidarité, il y a déjà des départements qui ne peuvent plus faire face aujourd'hui. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on mette à plat notamment le problème de la fiscalité. Aujourd'hui, on vit avec des dotations, c'est-à-dire que c'est l'État qui nous donne, on n'a plus de marge de manœuvre. Les droits de mutation qui ont bien marché. Vous payez les pots cassés de la suppression de la taxe d'habitation. Bien sûr, on a supprimé la taxe d'habitation, on nous a retiré le foncier bâti. Vous l'avez redit à Emmanuel Macron, c'était une promesse de campagne, c'était démagogique. Non, bien sûr. Après, on a des dotations, c'est sur la TVA, etc. Donc on est dans une fragilité extrême. Aujourd'hui, les droits de mutation, on le sait, vont baisser parce qu'évidemment, sur l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt, la difficulté d'accéder à des crédits, plus le climat anxiogène, c'est pas ça qui va engager les personnes à acheter des appartements et acheter des maisons. Donc aujourd'hui, vous demandez à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne davantage de moyens, c'est ça? Combien? Est-ce que pour l'ensemble des départements, vous avez déjà de le chiffrer. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait une véritable solidarité nationale et qu'on arrête de nous rajouter de la dépense à de la dépense. Il faut qu'on soit responsable. Donc le gouvernement ne peut pas nous rajouter de la dépense comme il l'a fait sur l'extension du Ségur, ce qui était légitime d'ailleurs, mais en même temps nous laisser seuls face à la dépense parce qu'il y a des départements qui ne pourront plus faire face. C'est ça la réalité. Donc, vous savez, on vient d'annoncer la suppression de la CVAE, la contribution à la valeur ajoutée des entreprises. Comment on compense? Moi, dans mon département, j'ai eu 30 millions d'euros supplémentaires.
Comment je fais après? Comment je vais faire? Ce que je crains, c'est que ce soit l'investissement territorial qui trinque. Est-ce que c'est le bon moment pour revoir... À l'Élysée, on n'en avait pas conscience de ça, finalement. Si, il y a une prise de conscience, une espèce d'emballement. On considérait que, finalement, vu de Paris, on pouvait mieux protéger les enfants, répondre aux problèmes du vieillissement de la population que nous-mêmes qui sommes sur le terrain. Il y a un moment donné, il faut qu'on travaille ensemble face à la crise qu'on traverse. Le RSA, le revenu, ça, ce revenu particulièrement important parce que vous en avez la charge, vous, dans les départements. Il y a deux gros débats. L'activité en échange des prestations et puis aussi le versement automatique qui est voulu, je crois, par le gouvernement. Quelle est votre position ? Moi, ma position, vous savez, c'est qu'on ne peut pas distinguer les droits et les devoirs. Si vous faites un versement automatique qui ne soit pas assorti d'une démarche pour sortir de cette situation du RSA, aller vers l'emploi, eh ben, écoutez, les gens resteront au RSA. Et puis, essayeront de se débrouiller. Moi, je pense que droits et devoirs doivent être liés. On connaît bien le terrain. Nous, on a des travailleurs sociaux qui sont aux côtés des familles pour accompagner les personnes qui ont des difficultés, passagères ou non, pour sortir de leur situation. Le problème de la prestation, c'est pas simplement un droit, c'est qu'il faut qu'au-delà de la prestation, on accompagne les personnes pour aller vers le chemin de l'emploi. Est-ce que c'est tolérable qu'on ait encore des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers qui soient au RSA, et que dans le même temps, on trouve personne pour aller faire les vendanges, on trouve personne dans les métiers qui sont en tension. Donc, ce que vous dites, François Sauvadet, ce matin, c'est que le RSA doit rester votre attribution au département et que vous deviez vérifier les versements. Il ne faut pas que ce soit un droit automatique qui ne soit pas assorti de contraintes. En même temps, le président nous annonce qu'il voudrait que chaque personne qui reçoit le RSA puisse être engagée à avoir un temps de travail, de formation. Moi, je suis d'accord avec ce principe, mais comment est-ce qu'on va l'appliquer? Dès lors que vous avez un droit automatique et que en face, le devoir que vous avez de vous sortir de cette situation n'est pas lié, eh ben vous pouvez même pas supprimer le RSA, c'est automatique. Moi, je ne suis pas pour ce caractère automatique du RSA, je vous le dis. Je pense qu'on va aller au-devant de difficultés. Là, il va y avoir un bras de fer avec le gouvernement. C'est pas des bras de fer, vous savez. Moi, je pense qu'il faut changer de ces rhétoriques de bras de fer. Non, mais attendez. Quand autant de gens vivent autant de difficultés, on n'est pas dans un bras de fer. Il faut gagner la bataille de France. La bataille de France, elle ne se gagnera pas avec un gouvernement qui regarderait d'en haut les collectivités locales, les maires et tous ceux qui se sont engagés à prendre des responsabilités. C'est ce regard croisé, reconnaître la diversité de la France comme étant une chance. On ne réglera pas les problèmes de Seine-Saint-Denis comme on va les régler dans le Cantal ou dans la Creuse. Oui, c'est Emmanuel Macron qui regarde de haut, quoi. Il a regardé de haut. Je pense que maintenant, la confrontation avec la réalité des faits et la difficulté des temps va le conduire, et le conduit, je m'en réjouis, à regarder, à considérer que nous sommes des acteurs de l'avenir du pays. Oui. En tout cas, sur le RSA, vous voulez que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Alors, sinon... écoutez, il va y avoir une expérimentation. Moi, j'espère que l'expérimentation montrera que ce que nous disons est vrai. On ne peut pas distinguer un droit et un devoir. Et si un jour, moi, il m'arrive aujourd'hui de supprimer le RSA des personnes qui ne respectent pas leur engagement de sortir de leur situation. C'est ce qu'attendent aussi les employeurs, c'est ce qu'attend la société tout entière. On ne peut pas rester avec des métiers en tension et des personnes qui restent à la maison avec un RSA, c'est pas possible. Merci beaucoup François Sauvadet, président de l'Assemblée des départements de France et président de la Côte d'Or, pour votre franc-parler en même temps ce matin. Et donc, j'espère que vous l'aurez demain à ce Conseil national de la refondation, justement, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez, dans un instant, les grands débats du matin, on va poursuivre évidemment et vous pouvez réagir, par exemple, à ce qu'on vient de dire et à cet échange aussi des prestations et une activité. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir et d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin y reviendra ce midi puisque c'est le grand débat aussi autour de l'assurance chômage de 11h à midi. Le grand débat, vous pourrez appeler 0826 300 300.